soyez les bienvenus dans l'espace des livres et des plaisirs de Marc Page. Après une carrière dans le secteur touristique, riche d'expériences culturelles à travers le monde et fait ensuite à des études de lettres et d'histoire de l'art, votre invitée se consacre désormais à l'écriture. Elle est également membre du jury du prix des romancières, remis chaque année en forme du livre de Saint-Louis en Alsace. Elle est notamment l'auteur de Venise aux deux visages, prix de l'Académie des belles lettres et beaux-arts du pays de Caux en 2009, qui paraît en janvier 2018 sous le titre Les amants maudits de Venise chez City Poche. Elle publie dans la collection Terre d'Histoire de City Éditions en 2014 La Demoiselle du Mas de Roule, repris par François Zir en 2015 et en livre de poche en 2016, La Dame de la Villa Saphir en 2015, toujours chez City Éditions, L'oublié de la femme des brumes 2016, repris par François Zir en 2017, L'insoumise de Carénac 2017, Les amants maudits de Venise en janvier 2018, Un été d'orage également en 2018. Il s'agit de Corinne Javelot. Elle vous présente son dernier roman, Les Sœurs de Biscarrosse, aux éditions City, qui d'ailleurs en profite pour saluer et remercier Slavka, qui se reconnaîtra, qui sans elle cette interview n'aurait pu se faire. On t'embrasse, Slavka. Corinne Javelot, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, je suis ravie de participer aujourd'hui à votre chronique, c'est un grand honneur pour moi. Mais nous sommes également ravis, la même passion que vous. Vous, c'est l'écriture, nous, c'est de parler des livres. On va en parler longuement avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Corinne, racontez-nous, oui, votre expérience dans l'histoire de l'art et le tourisme. Racontez-nous. Oh, alors cette expérience-là, ça commence à dater un petit peu maintenant, puisque depuis, depuis quelques années maintenant, et surtout depuis 2010, je me consacre vraiment à l'écriture à part entière. Donc c'est une carrière qui est un petit peu derrière moi finalement, mais je pense qu'elle m'a permis aussi d'aller davantage vers l'écriture, puisque bon, j'ai toujours aimé évidemment réaliser des carnets de bord, des carnets de voyage de toutes sortes. Je montais également des produits touristiques. Mais la littérature m'a toujours accompagnée, même si à l'époque, j'avais pas le sentiment qu'un jour je pourrais écrire des romans. En fait, c'est tout à fait par hasard que c'est arrivé, puisque je me promenais à l'une de mes nombreuses promenades à Venise, on va dire, dans la cité des Doges, où je me suis rendue plusieurs fois, bien évidemment, pour accompagner des circuits. Et bien, c'est là, finalement, que cette intrigue m'est apparue. Et j'ai eu vraiment envie de me lancer, de me prendre au jeu, et de raconter donc cette histoire qui me venait à l'esprit, qui est devenue un premier roman en 2007. Alors après, c'est vrai que j'ai publié, donc comme vous le disiez tout à l'heure, pour une collection Terre d'Histoire, des romans qui mettent à l'honneur finalement le patrimoine, l'histoire, le terroir. Ces thèmes-là font partie de ma formation. C'est vrai que finalement, ce sont mes premiers amours qui reviennent aussi à travers l'écriture et qui m'ont donné en quelque sorte le virus de l'écriture. Alors quand vous n'écrivez pas, vous parlez de cet amour pour l'écriture, quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire, Corinne, et quelles sont vos passions? Alors moi, ce sont les promenades, les voyages, ça n'a pas changé finalement. J'aime découvrir des lieux un peu insolites. Et généralement, c'est ce qui me donne l'idée du roman qui va suivre. En l'occurrence, pour le dernier livre, c'est une promenade à Arcachon et plus précisément donc sur la côte landaise, à Biscarrosse, qui m'a incité à parler donc du début des années 30 dans les Landes, parce que c'est une époque qui est quand même riche à tout point de vue et qui méritait vraiment qu'on s'y penche, peut-être d'une manière qui n'avait peut-être pas été abordée, puisqu'on parle essentiellement des résiniers et des métiers justement qui ont trait à la sylviculture, mais peut-être un peu moins justement du début, je pense, de l'aéronautique. Si l'on se dirige là vers votre bibliothèque, on est avec vous, on l'imagine, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur de celle-ci? Oh là là, il y a énormément de choses dans ma bibliothèque. C'est une bibliothèque qui traduit mon amour du voyage et de la littérature au fil du temps. C'est très très éclectique. On y trouve beaucoup de romans contemporains, puisque là actuellement je fais partie maintenant du jury du
prix des romancières. Et c'est vrai que chaque année, nous récompensons un roman de l'actualité littéraire. Et là, il est vrai que, par exemple, cette année, bon, on va y retrouver tous les livres qui ont fait partie de cette sélection. On va y retrouver, par exemple, Muriel Magellan. On va y retrouver Serge Joncourt avec Chien loup. On va y retrouver Léonore de Récondo, son dernier ouvrage, mais aussi, bien sûr, des romans beaucoup plus classiques. On y retrouve du Mauriac, du Stendhal, qui m'ont vraiment donné envie d'écrire. Du Maupassant, enfin des auteurs qui ne se démodent pas, que l'on peut lire avec un goût de modernité, même s'ils appartiennent au 19e siècle. J'ai besoin de cette littérature-là. C'est cette littérature-là qui m'a nourrie, finalement. Hein. Je pense à un roman qui adolescente, en fait, a beaucoup marqué, celui d'Henri Bosco, L'enfant et la rivière. Et là, on va y retrouver les thématiques qui me tiennent à cœur, la nature, le terroir, et toutes ces choses dont je me nourris, hein, puisque j'ai besoin de ça pour écrire aussi. J'ai besoin de la nature au quotidien pour puiser mon inspiration dans ce site extraordinaire qui est notre grande nature dans toutes nos régions françaises, en fait, notre terroir. Corinne Javelot, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Les Sœurs de Biscarrosse aux éditions City. Comment l'idée de départ vous est venue d'écrire ce roman? Expliquez-nous, vous parlez souvent des voyages et les voyages qui vous s'ouvrent à certaines idées. Est-ce que là c'était le cas également pour Les Sœurs de Biscarrosse? Alors c'est amusant que vous me posiez cette question parce qu'elle revient systématiquement. Mes lecteurs me demandent mais d'où vous vient cette inspiration, etc. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment de réponse finalement à cette question. Ça reste extrêmement, on va dire, du domaine presque du mystique, de l'étrange, puisque c'est souvent au fil d'une promenade que un ou deux personnages vont m'apparaître. Ils sont extrêmement incarnés, je connais leur caractère, je les situe dans une époque, dans un contexte, mais je ne sais absolument pas ce qui va en découler une cinquantaine de pages plus tard, et je sais que j'ai envie de les incarner. Déjà, ils me parlent, et l'histoire va se construire peu à peu, finalement. C'est comme si je leur laissais libre cours. Donc là, pourquoi les années 30? Peut-être parce que justement, lorsqu'on se promène dans Biscarrosse, eh bien, on se rend compte qu'au début des années 30, c'est une époque qui est vraiment charnière, c'est un tournant. C'est l'époque où Pierre-Georges Latécoère, donc, avait celui qui avait créé donc, la ligne du transport du courrier en Afrique et en Amérique du Sud. Il avait fondé donc à Biscarrosse une base de montage et d'essai des hydravions sur le lac, parce qu'on estimait donc qu'il présentait des qualités requises pour accueillir donc ces hydravions. Et je crois que mon imagination s'est emballée à partir de là. Et d'introduire donc justement des personnages qui seraient mêlés à cette grande aventure. Et comme les personnages féminins m'intriguent beaucoup à travers le temps, à travers les siècles, à travers leur émancipation, finalement, j'ai eu envie d'évoquer des parcours féminins un peu atypiques finalement, des combats vers l'émancipation. Et là, c'était l'occasion rêvée de le faire à travers ces langues des années 30. Comment s'est passée la phase d'écriture ensuite en termes de chapitres et autres? Y avait-il un plan aussi comme peuvent le faire certains auteurs? Oui, on sait que parfois il y a des auteurs qui mettent en place des plans. Est-ce que pour vous c'est également le cas ou alors pas du tout? Alors très honnêtement, je travaille sans plan. Je travaille sans plan. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une idée de départ extrêmement précise avec des personnages qui sont très incarnés, leur caractère. Je vois un peu leur évolution au fil du roman. Mais j'ai besoin justement de réinventer chaque jour l'histoire qui va se construire parce que c'est cette part de liberté, si vous voulez, que je revendique. Et j'ai besoin de ça dans l'écriture. Alors, le plan, vous allez me dire, on est obligé forcément de donner une tournure à ce roman, mais il se trouve que je reviens un nombre de fois considérable dans mon travail et c'est ce qui va affiner mon écriture et qui va donner le roman, on va dire, abouti. Mais dans un premier temps, on peut dire finalement que l'écriture du plan se fait en 3 mois. Donc c'est pas un plan tel qu'on l'entend, c'est-à-dire je ne démarre pas, le plan est construit, non. Le plan se construit au bout de 3 mois quand l'histoire globale est aboutie à peu près. Mais il a fallu que je vive avec mes personnages. Enfin, c'est un petit peu difficile à expliquer. Je pense que vous me comprenez. Oui, parfaitement, mais parfaitement, oui, oui. Il a fallu en fait que je vive avec ces personnages et qu'ils m'accompagnent pendant déjà un certain temps pour être à même de dire voilà, le plan est établi.
Alors que vous avez certains auteurs qui, en une dizaine de jours, vont être capables de mettre à terme leur plan. Ça, je ne peux pas travailler de cette manière. Racontez-nous en quelques mots cette incroyable histoire que va vivre notamment la famille Géline Mac. Vous nous captivez, il faut le dire, du début jusqu'à la fin, dans cette folle histoire se passant dans les années 30. Bravo Corinne. Vous parlez de cette histoire, eh bien, on est donc au début des années 30. C'est une histoire, c'est l'histoire familiale donc, des Géline Mac, qui sont des propriétaires terriens qui vivent grâce au reboisement de la forêt landaise. Hein. En fait, c'est l'œuvre de leurs ancêtres, puisqu'on sait que depuis l'époque de Napoléon III, les landes ont été reboisées. Le père en fait de famille va transmettre les rênes donc à sa succession finalement à sa fille Vinciane, qui elle est passionnée elle aussi de sylviculture. Elle a toujours vécu auprès de ce père qui lui a tout appris. Elle est jeune veuve d'un pilote de l'aéropostale, hein, qui était donc cette ligne aérienne transatlantique consacrée au service postal. Et donc on va découvrir cet univers où Pierre-Georges Latécoère avait créé une ligne de transport de courrier et qui va créer un petit peu plus tard la base de montage et d'essai des hydravions sur le lac de Biscarrosse. Et à partir de là, si vous voulez, tout le monde se passionne pour l'aviation. Il est vrai qu'on est à une époque où depuis le temps des pilotes de guerre, qui étaient célèbres à l'époque de la Première Guerre mondiale, comme Duismer par exemple, qui était un pilote emblématique des combats aériens, et bien le père de famille, il n'échappe pas à cette règle. C'est pourquoi il va accepter à un moment donné que sa fille épouse un pilote, alors que la logique aurait voulu qu'elle épouse, elle, plutôt un propriétaire de pinède, comme ça se faisait à l'époque. Alors à la mort de son époux, Vinciane, elle est dévastée parce qu'elle peine en fait à faire face au quotidien, à mener ses hommes, ses campagnes de gémage, hein, qui l'occupent donc toute la saison, hein, c'est-à-dire où l'on résine les pins. Elle est épaulée par un métayer, qui est également son contremaître. Et on voit que l'avenir ne s'annonce guère rose finalement, puisque elle est confrontée quand même comment dirais-je, à essayer de solutionner certains problèmes, comme la grève des résiniers, des baisses de rendement, enfin tout ce qui peut se dérouler pendant les années 30, si vous voulez. Et cette Vinciane, donc, elle a une sœur cadette, Mao, qui s'inquiète beaucoup pour son sort. Alors cette sœur cadette, elle aime les pinèdes, mais elle nourrit surtout une autre passion, qui est celle de l'aéronautique, depuis qu'elle est toute jeune. Et alors elle épie vraiment les mécaniciens finalement de la base d'hydravion, l'histoire des pionnières du ciel. Je ne dis pas des pionniers du ciel, mais des pionnières du ciel. Elle connaît toute cette histoire par cœur, elle est passionnée par Adrienne Belland, qui était la première femme à effectuer par avion la traversée d'une partie de la cordillère des Andes, qui était quand même assez exceptionnelle. Et alors elle, son rêve, eh bien, c'est de piloter à tout prix. Alors à un moment donné, elle va présenter à sa sœur Vinciane un médecin d'Arcachon, qui est spécialiste des bains de mer et qui vit dans la ville d'Hiver, à Arcachon, justement, qui avait été fondée à peu près à la même époque que sous Napoléon III, donc pour les pinèdes landaises. Il avait fondé la ville d'Hiver. En fait, là, c'était les frères Pereire qui avaient fondé cette ville d'Hiver, donc pour que, effectivement, les curistes viennent curer leur tuberculose, puisque le climat était tout à fait favorable à ces soins. Et donc, on va découvrir un peu tout cet univers, voilà, tout cet univers Arcachon, Biscarrosse, à une époque tout à fait charnière, puisque le roman va se dérouler jusqu'en 1939, où là, effectivement, la déclaration de guerre va un petit peu interrompre tous les projets de cette famille, et en l'occurrence du docteur Bélisaire Turdieu aussi. Voilà, alors je ne veux pas trop dévoiler l'intrigue, hein, bien évidemment, parce que bon, c'est un petit peu dommage, je vais laisser beaucoup de suspense aussi au lecteur, puisque le propre de ces romans, c'est aussi justement l'intrigue, n'est-ce pas? Exactement, donc ne nous en dites pas plus. Quels sont vos projets pour la suite, Corinne? Alors j'ai un projet en cours, mais en règle générale, je ne dévoile jamais le projet sur lequel je suis en train de travailler. Je suis très superstitieuse. Bon, alors on va mettre la superstition alors de côté et on va tout de suite. Et en tous les cas, c'est vrai que les lecteurs peuvent découvrir aussi d'autres romans que j'ai publiés jusqu'ici, Oui. qui mettent à l'honneur, encore une fois, un terroir, une région, une époque. Et en l'occurrence, mon précédent livre, Un été d'orage, qui se déroule entre le Paris occupé et les Charentes, qui est également un roman plein de suspense et d'histoire.
Exactement. Donc ils peuvent patienter gentiment s'ils ont aimé celui-là et c'est bien ce que l'on espère, ils peuvent acquérir le précédent avant de découvrir le tout nouveau, mais on va déjà laisser celui-là tranquillement se faire sa petite route avec cette belle promotion. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, la minute cool, plutôt jardinage ou bricolage? Jardinage. Été ou hiver? Été. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? L'écriture de mes livres. Plutôt tarte sucrée ou salée? Allez. Votre dernier voyage, c'est lequel? En France ou à l'étranger? Comme vous voulez. Alors, mon dernier voyage, c'était une semaine en Thalasso à Fréjus. Bien, ça donne envie d'y aller. C'est ça. Si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Euh, Écoutez, je ne sais pas, parce que j'ai déjà beaucoup à faire avec moi-même. Je suis tellement habitée. Enfin, Corinne, si vous aviez un rêve, ce serait? Un rêve, ce serait, je pense, vivre sur une île déserte. Ah, et quel objet vous aimeriez avoir alors sur cette île déserte? Des livres, bien évidemment. On ne peut pas vivre sans livres. C'est pas faux. Les livres sont les meilleurs amis. Corinne Javelot, rappelons que vous êtes l'auteur de Les Sœurs de Biscarrosse aux éditions City. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Mais merci à vous, Guillaume. Vous revenez quand vous le souhaitez. Ah, mais avec grand plaisir. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!